Bienvenue au Café Marxiste. Alors nous avons le plaisir d'accueillir Myriam Laribi. Bonjour Myriam. Bonjour. Donc vous êtes journaliste indépendante, vous collaborez notamment avec Le Monde Diplomatique et Orient 21. Vous travaillez notamment sur l'affaire Assange, sur l'Amérique latine et sur la Palestine. Et vous venez de publier un livre qui s'intitule « Sigil Humanité, Gaza, le génocide et les médias ». Alors, on a eu la chance de pouvoir lire ce livre, qui nous a beaucoup plu, et qui est en fait une sorte de récit, de journal de bord, qui retrace à peu près 1 an de génocide commis par Israël à Gaza, à partir du 7 octobre 2023. Et donc en fait vous avez suivi les événements semaine après semaine, mené une sorte de veille médiatique et un petit peu traquer les fausses informations, la propagande des médias, de votre point de vue, hein, vous l'assumez clairement, le point de vue subjectif, dans un récit qui mêle donc vos sentiments par rapport à ces massacres, ces atrocités, et aussi une analyse médiatique, géopolitique, etc. Donc vous nous livrez une sorte d'histoire immédiate du premier crime contre l'humanité diffusé sur les réseaux sociaux. Alors dans un premier temps, on souhaitait vous demander pourquoi vous avez décidé de mener ce travail et ensuite d'écrire ce livre. Alors, quand le 7 octobre est arrivé, à ce moment-là, moi je suis une journaliste pigiste. J'écris pour différents médias, comme vous l'avez mentionné, et j'écris surtout sur des thématiques qui concernent l'Amérique latine, principalement, pas seulement. J'écris sur la Palestine aussi depuis longtemps, mais principalement, mon sujet était plutôt l'Amérique latine, l'affaire Assange que j'ai suivie de près. Et puis quand arrive le 7 octobre, je ne peux plus me concentrer sur autre chose que ce qui va arriver de manière inéluctable aux Palestiniens, que je sais abominable parce que tout a été annoncé immédiatement. Et donc je me mets à suivre non seulement chaque semaine, mais chaque jour et chaque minute et chaque moment qui passe, chaque événement, tout le temps, pratiquement 24/24, sauf quand je dors. Et je n'arrive pas à décrocher des réseaux sociaux, des informations. Et donc je me mets, à ce moment-là, comme je suis liée à aucun média en particulier, je me mets à suivre tout sur les réseaux sociaux et à poster sur X, anciennement Twitter, les informations que j'obtiens par d'autres moyens que les médias dominants, qui était en boucle sur la propagande israélienne et sur le 7 octobre, un jour sans fin, pendant des semaines, des mois, à nous parler que de ça, comme s'il n'y avait que ça, alors que les cadavres s'entassaient à Gaza, que la destruction se promettait d'être totale. Et donc j'informais sur ce qui se passait à Gaza, même si je n'y étais pas. Donc c'est un journal de bord, mais un journal de bord de loin, j'étais ici. Je ne suis pas allée là-bas parce que de toute façon ce n'était pas possible d'aller là-bas à moins d'être embarquée par l'armée israélienne, ce qui n'est pas mon objectif et ni mon envie. Et donc on était tous contraints de suivre ce qui se passait à Gaza par le truchement des réseaux sociaux. Et donc j'ai publié principalement sur les réseaux sociaux, sur X, des informations, j'ai contextualisé, je connais bien l'histoire de la Palestine occupée, donc j'ai informé les gens qui ne semblaient pas informés et qui ne semblaient pas être prêts à être informés par les médias, parce que peu ont rappelé parmi les grands médias le contexte. Il était, à partir du 7 octobre, pratiquement interdit de rappeler le contexte sans se voir accusé de justifier ce qui s'était passé le 7 octobre. Donc moi je n'ai absolument pas cédé à ce chantage absolument odieux, parce qu'on peut tout à fait dire que ce qui s'est passé le 7 octobre est horrible et condamnable à bien des égards, tout en contextualisant et en expliquant la situation et pourquoi on en est arrivé au 7 octobre. C'était très important. Donc voilà, j'ai fait ça. J'ai aussi relayé les journalistes palestiniens sur place, parce qu'il y en a. Il y a eu même des nouvelles vocations, des gens qui sont devenus reporters de leur propre calvaire, des journalistes qui étaient déjà journalistes avant. Et donc j'ai relayé ces gens, parce que je parle arabe, ils s'expriment en arabe, en anglais.
j'ai relayé ces gens, leur parole vaut énormément, c'est grâce à eux qu'on a pu savoir ce qui se passait là-bas. Voilà, et donc petit à petit, je suis devenue une journaliste très suivie sur X. J'ai obtenu beaucoup plus d'abonnés et les gens relayaient pas mal ce que je disais au fur et à mesure des semaines qui passaient. Et donc j'ai aussi écrit, bon à ce moment-là pour Le Monde diplomatique et pour Orient 21 aussi. J'ai couvert les manifestations qui étaient interdites pendant les 2 premiers mois. On n'avait pas, les manifestations pro-palestiniennes étaient interdites par le ministère de l'Intérieur sous Gérald Darmanin. Et je suis allée aux manifestations. J'ai couvert ces manifestations. J'ai publié des articles. Je suis aussi intervenue dans différents médias, mais j'étais un peu comment dire, j'étais pas dans une rédaction, donc j'écrivais pas tous les jours, voilà. Donc j'ai suivi sur les réseaux et le X est devenu un peu mon journal et voilà. Ensuite, à partir du mois de décembre, je me suis rendue à l'Élysée, palais de l'Élysée. Pour aller interpeller les porte-paroles du gouvernement sur la situation à Gaza. Parce que vous avez voulu devenir un peu actrice aussi de ça, oui, voilà. C'est-à-dire pendant 2 mois, j'ai broyé du noir, comme beaucoup. C'était vraiment horrible. J'étais prostrée. Les images venant de Gaza étaient absolument insoutenables. Et je faisais pas grand-chose à part tweeter... Bon, aller aux manifs, voir comment ça se passait, essayer de dire comment ça se passait, qui étaient les gens qui venaient aux manifs. Est-ce que vraiment, comme disait Darmanin, c'était des manifs pro-Hamas? Bien sûr, c'était faux. Même si peut-être il y avait des gens qui étaient pro-Hamas, mais c'était pas ça l'objectif. C'était de soutenir la population palestinienne qui n'avait pas à payer, à subir cette punition collective. Et voilà, donc pendant des semaines, ça a été... j'étais quand même pas très active au début. Et à partir du mois de décembre 2023, je décide de me rendre chaque semaine au point presse de l'Élysée et puis au Quai d'Orsay aussi. Donc j'allais 2 fois par semaine, je passais mes journées, mes 2 journées, c'était en général le mercredi pour l'Élysée et le jeudi pour le Quai d'Orsay. Pour des conférences de presse? Pour les conférences de presse hebdomadaires des porte-paroles du gouvernement, pour les interroger sur Gaza exclusivement, pratiquement. Et voilà. Et donc là, je me suis fait remarquer parce que soit moi, soit des comptes sur les réseaux sociaux publiaient mes échanges avec les porte-paroles, qui étaient en général un peu différents, disons, des échanges avec les autres journalistes, parce que moi, je débarque à l'Élysée, il y a un micro à disposition. Bah, je pose ma question et si la réponse ne me convient pas, je relance. Je dis, vous n'avez pas répondu à ma question. Ce n'est pas la question que je vous ai posée, etc. Et donc l'échange dure un peu plus longtemps qu'avec les autres journalistes et un peu plus tendu. Et, les autres journalistes, ils relancent jamais? Comment ça se passe? Non, on peut pas dire qu'ils relancent jamais, ils relancent. Mais disons qu'avant notre arrivée à moi et ensuite à un collègue et ami, Jamil Sanli et d'autres, comme Fabien Rives de Off Investigation ou d'autres, disons que le point presse était plus rapide. Les gens posaient une question, puis allaient s'asseoir. Voilà, ils se contentaient d'une non-réponse. Le plus souvent, c'est des non-réponses, ou alors des réponses auxquelles on s'attendait. Mais ils vont pas très loin, ils n'ont pas vraiment de creuser. C'était pas trop dans les conférences de presse. Disons qu'avant notre arrivée, en tout cas moi quand je suis arrivée, les journalistes posaient une question, allaient s'asseoir, sans même parfois attendre la réponse. La réponse, il la prenait assis depuis la salle alors que le micro est à disposition. Mais pourquoi? Nous avons un micro à disposition, nous sommes journalistes. Qui a décidé qu'il fallait poser une question et aller s'asseoir? Donc moi, je suis arrivée directement, j'ai pas fait comme ça, parce que d'abord, on m'avait pas dit que c'était comme ça. Donc le premier jour où je suis arrivée, je pose ma question, j'ai une réponse absolument lunaire que je peux vous raconter. Et qui me sidère, et donc je relance. Comme c'était ma première fois, j'étais encore un peu, disons, intimidée, je savais pas trop comment ça se passait, mais la fois d'après, vu comment ça s'était passé avant avec Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, je suis revenue en étant préparée à le relancer plusieurs fois, parce que il n'est pas question que je me contente en tant que journaliste d'éléments de langage absurdes, vraiment de mots qui n'ont pas de sens, qui sont alignés les uns après les autres, qui ne répondent absolument pas à ma question.
Donc voilà, et donc ces vidéos-là de mes échanges avec les porte-paroles du gouvernement ont fait du bruit sur les réseaux sociaux, elles ont beaucoup tourné et tout. Ça a fait des centaines de milliers de vues et j'ai été un peu connue. Et donc comment est venue l'idée du livre pour revenir à votre question, c'est une proche de mon éditeur qui lui a dit pourquoi tu ne publierais pas cette journaliste. Et il m'a appelé et il m'a proposé d'écrire un livre au format que je voulais. Et donc quand il m'a... Bon, moi j'étais... Ok, essayons. Et ce qui m'a semblé le plus cohérent par rapport à ce que je venais de faire pendant des mois, c'est de reprendre justement ce fil Twitter. Vous aviez amassé tout un tas d'informations. Bah oui, tous les jours, j'avais tweeté, j'avais posté des informations. Donc il suffisait juste de remonter ce fil sur X pour retrouver toutes les informations qui m'ont semblé les plus importantes chaque jour, et puis les restituer. Et donc j'ai proposé donc à l'éditeur, quand on s'est rappelé la deuxième fois, d'écrire un journal désoccidental. D'ailleurs, c'est ce que je lui avais proposé comme sous-titre, moi. Un journal désoccidental, c'est-à-dire une nouvelle façon de raconter cette histoire. Un antidote à la propagande. Comme j'aurais voulu la raconter, en fait. D'accord. D'un point de vue désoccidental. Et donc, je lui ai dit, je vais écrire au jour le jour. Et donc, j'étais partie sur vraiment un récit au jour le jour. J'ai commencé à écrire ça. Et puis, finalement, au jour le jour, vraiment, 7 octobre, 8 octobre, 9 octobre, j'ai écrit comme ça quelques mois, et même pour moi ça devenait difficile à lire parce que c'est un peu répétitif, forcément, les massacres n'arrêtaient pas, c'était toujours un peu les mêmes choses qui se répétaient, les mêmes horreurs, et puis c'est vraiment au bout d'un moment vous lâchez l'affaire, vous pouvez pas lire ça, ça se lit pas. Comme m'a dit mon éditeur, tu n'écris pas un dossier pour la CIJ, pour la Cour internationale de justice, donc il faut écrire, voilà. Et donc on est quand même resté sur l'idée du journal. Les chapitres de mon livre c'est octobre, novembre, décembre, donc c'est chaque mois de octobre à octobre, de octobre 2023 à octobre 2024, du 7 au 7. Et donc, voilà, je raconte ce qui s'est passé, les événements les plus importants, sans rentrer dans tous les détails, c'est pas possible. Et puis, chaque événement, je l'inscris dans une analyse d'un sujet plus large, que ça soit Israël a-t-il le droit de se défendre, est-ce que le Hamas utilise les civils comme bouclier humain, est-ce que, je sais pas moi... Oui, voilà. On va parler de certains de ces sujets-là, mais effectivement, ce qui est très plaisant dans votre livre, c'est que il se lit très bien. Il est aussi assez synthétique. On voit qu'il y a eu un travail justement pour ne pas présenter forcément tous les faits tous les jours, mais essayer de voir ce qui était le plus important, etc. Et vous mélangez à la fois votre ressenti personnel. Parfois, vous dites que vous êtes abattu, vous n'avez plus envie de regarder les vidéos parce que c'est tellement horrible que vous en pouvez plus. Et en même temps, ce qui permet d'avoir un récit qui est vraiment humain, etc., incarné, et en même temps vous basculez sur une analyse politique, géopolitique, etc. Donc ça permet de mettre en perspective aussi c'est ça, le massacre. C'est le juste équilibre entre les deux. Je voulais pas spécialement me mettre en avant, mais je pense que j'ai un point de vue qui est disons différent de ce qui nous est présenté, parce que je viens d'un autre monde. Moi, je viens d'Algérie, j'ai grandi en Algérie, je le raconte en introduction. Je viens de l'Algérie post-coloniale, immédiatement post-coloniale. Mes parents ont vécu la guerre d'Algérie. Mon père a été engagé aux côtés du FLN en Algérie, donc c'est vraiment la première génération de l'indépendance. Je suis née en 1980, donc voilà. Et j'ai grandi dans cette Algérie, indépendante, et dans une éducation anticolonialiste. Bien sûr. Je veux dire, c'était vraiment les fondements, l'école fondamentale algérienne. D'ailleurs, c'est too much, c'est un peu trop. On est élevé là-dedans. Et je renie pas ça, même si à l'âge adulte, je vois les choses différemment. Et puis voilà, je suis consciente de toute pas la propagande, mais oui, il y a une forme d'endoctrinement anticolonialiste, mais je reste anticolonialiste, je ne rejette pas ça. Je pense que vraiment le colonialisme est une plaie pour l'humanité. C'est vraiment un point de vue anticolonial, et je raconte quelle place a eu la Palestine dans mon éducation personnelle. Et voilà pourquoi j'ai décidé de décrire à la première personne,
cette histoire parce que je pense que c'est pas seulement mon histoire, mais celle de la plupart des gens du Sud, ce qu'on appelle le Sud global, des anciens pays colonisés, et puis de plusieurs millions de personnes, de Français d'origine coloniale. Moi, j'aime bien dire que je suis française d'origine coloniale, franco-algérienne, mais quand on me dit est-ce que tu es française, oui, je suis française d'origine coloniale. Alors dans le livre, vous décrivez toutes les horreurs qui ont eu cours depuis le 7 octobre donc à Gaza. Alors parfois c'est dur à lire parce que c'est vraiment horrible tout ce qui a pu se passer. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la situation sanitaire donc aujourd'hui, mais aussi au fur et à mesure comment elle a pu évoluer de façon un peu globale, et si on peut effectivement et pourquoi en fait on peut parler de génocide quand on parle de Gaza. Ok. Bon, déjà, avant de parler de la situation d'aujourd'hui, c'est important de revenir sur la situation de avant le 7 octobre. Qu'est-ce que Gaza avant le 7 octobre? Gaza avant le 7 octobre, c'est 16 ans de blocus terrestre, maritime et aérien. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui entre ou qui sorte de Gaza qui ne soit pas sous contrôle israélien. Donc, Gaza est occupé par Israël. C'est une occupation. Il bloque tous les points d'accès, y compris ceux avec l'Égypte, avec une complicité de l'Égypte. Ce qu'on a appelé la prison à ciel ouvert. La prison à ciel ouvert, absolument. Et cela, sur une prison à ciel ouvert, sur 2,3 millions d'habitants, dont la moitié sont des enfants. 1 million d'enfants. La moitié des habitants de Gaza sont des enfants, les autres sont assez jeunes, espérance de vie pas très longue et très forte densité de cette petite enclave de 365 km². C'est très petit. Vous imaginez 45 km de long, 6 à 12 km de large, c'est très peu. Et donc, par exemple, la nourriture qui pouvait entrer à Gaza était contrôlée. Le nombre de calories était calculé par Israël pour maintenir la population juste au seuil au-dessus, au seuil au-dessus de la malnutrition et de la famine. Bon, après, il y a eu, bien sûr, ce qu'on sait, les systèmes D, les tunnels, etc., ça c'est clair. Mais il y avait ce calcul cynique de tout ce qui pouvait entrer ou sortir de Gaza. Les gens ne pouvaient pas sortir ou entrer comme ça facilement. Il fallait des dérogations, voilà. Tout était sous contrôle israélien. 90% de la population était en dessous du seuil de pauvreté. La plupart des actifs étaient au chômage. Il y a eu des études, c'est dit dans le livre, qui montrent que la plupart des enfants souffraient de dépression, que la moitié d'entre eux pensaient au suicide, les enfants. Voilà. Et donc c'est cette population-là qui va, après le 7 octobre, subir ce que l'on sait. Ce sont ces mêmes enfants. Et donc, à partir du 7 octobre, donc l'attaque du 7 octobre et le blanc-seing qu'a assuré l'Occident, la plupart des pays occidentaux à Israël sur son droit à se défendre, fait qu'ils se sont sentis les mains libres et immédiatement, le génocide a été annoncé en fait par Yoav Gallant dès le 9 octobre. Yoav Gallant, ministre de la Défense, qui dit « J'annonce le siège total de Gaza. Il n'y aura plus ni d'eau, ni d'électricité, ni de carburant, ni de nourriture. Plus rien ne doit rentrer à Gaza. » Et il coupe tout. Il coupe l'oxygène dans les hôpitaux. Il coupe l'eau, il coupe l'électricité, il coupe vraiment tout. On aurait pu croire que comment c'est pas possible de faire quelque chose comme ça. Bah si, ça a été possible, ils l'ont fait. Avec la bénédiction de Macron, tous nos dirigeants occidentaux, qui disaient ad nauseam qu'Israël avait le droit de se défendre, alors que pendant des semaines, la France n'a pas appelé à cesser le feu pendant longtemps. Donc voilà, c'est ça. Et puis la situation sanitaire, là, aujourd'hui, il n'y a plus de mots, en fait. Je ne sais pas si vous avez vu les images de Gaza, c'est un champ de ruines total. Les immeubles sont totalement effondrés, les cadavres sont encore en dessous, des dizaines de milliers, certainement. Il n'y a plus rien, il n'y a plus grand-chose. Il y a quelques petites
petits bouts de villes qui ont été préservés, pas trop bombardés. Tout a été pratiquement bombardé, mais il y a Deir el-Balah, il y a Nusayrat, il y a quelques petits bleds, disons, qui ont été un petit peu épargnés, où il y a encore quelques immeubles debout, mais la plupart sont en ruine. Le nord de Gaza, il n'y a plus de nord de Gaza, en fait, c'est un champ de ruines. Les hôpitaux, presque tous ont été détruits, brûlés, bombardés, évacués de force, les uns après les autres. Donc au niveau de la situation sanitaire, il n'y a pas de mots. Je ne sais pas s'il existe une situation pire dans le monde que celle que vivent les Gazaouis. Vous évoquez notamment dans le livre donc, tous les morts directs suite au bombardement, que ce soit sur les habitations, les hôpitaux, les infrastructures, etc. On a aussi tous les morts qui sont sous les décombres, donc qui ne sont pas comptabilisés, mais on sait qu'il y en a énormément. Alors, je ne sais plus vous donner le chiffre dans le livre, mais il y a des estimations de toutes les personnes victimes qu'on n'a pas comptabilisées. On n'a pas vraiment d'estimation claire. Il y a des gens qui manquent, il y a des milliers de personnes qui manquent à l'appel. Il n'y a pas eu de recensement, en fait. Même l'administration, je veux dire, Hamas n'a plus, les autorités de Gaza n'ont plus les possibilités administratives pour faire ce recensement, chercher les gens, où sont-ils. Il y a des familles entières qui ont été rayées du registre civil, donc il n'y a personne pour les réclamer. Et vous parlez aussi de toutes les victimes liées justement aux dégradations des conditions sanitaires, donc qui ne sont pas des morts directes, bien sûr. Mais qui sont plus soignées, c'est ça, toutes les maladies, etc., quoi. Toutes les maladies chroniques, le diabète, le cancer... Tous ces gens-là n'ont plus pu être soignés. Les handicapés, il fallait dégager comme tout le monde. T'es handicapé, tant pis pour toi. Tout ça, et puis la famine. Il y a des dizaines et des dizaines de personnes qui sont mortes de faim. Des bébés qui sont morts de froid dans les tentes. Des nouveau-nés. Les nouveau-nés, vous savez qu'ils ont besoin de beaucoup de chaleur à la naissance et en hiver, naître en hiver. Et il y en a plein qui sont morts de froid. Voilà, c'est une calamité. Et donc, vous avez fait un travail de journaliste, donc vous vous intéressez beaucoup notamment à la critique des médias. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des mensonges qui ont été véhiculés à la fois par Israël, mais repris par les médias occidentaux au sujet du 7 octobre et des méthodes de la propagande israélienne? Vous parlez notamment de la Hasbara, que moi, c'est un terme que je ne connaissais pas, mais est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, c'est un terme connu. La Hasbara, c'est la communication israélienne, c'est la propagande israélienne, en fait. Et ils appellent ça Hasbara, ça veut dire explication, en hébreu. Mais en gros, c'est la méthode de propagande israélienne internationale. Et donc après le 7 octobre, l'idée était de focus sur le 7 octobre, de ne parler que du 7 octobre et de ce qui s'est passé le 7 octobre, et d'en rajouter un max sur le 7 octobre. C'est-à-dire que ce qui s'est passé le 7 octobre était déjà suffisamment horrible. Il y a eu des meurtres de civils, des kidnappings d'enfants, etc. Il y avait vraiment de quoi émouvoir le monde entier par rapport à ce qui s'est passé le 7 octobre. Mais Israël a tout de suite décidé d'en rajouter des tonnes sur des informations qui n'existent pas, qui n'ont pas existé. Et ils ont réussi à propager des informations fausses, complètement fausses, comme celle des 40 bébés décapités, qui auraient été décapités par les combattants du Hamas. Il n'existe pas. Des bébés sortis du ventre de leur mère, des bébés pendus en rang sur une corde à linge avec les soutiens-gorge de leur mère, des histoires absolument sordides, des sorties d'imagination totalement morbides, et qui ont été propagées et diffusées à large échelle grâce aux réseaux sociaux, grâce à des acteurs aussi sociaux là-bas en Israël, l'association Zaka qui a joué un grand rôle là-dedans. C'est une association religieuse juive qui se charge de collecter les cadavres pour les enterrer dans des conditions conformes à la religion juive. Et les leaders de cette association sont vraiment des mythomanes professionnels. C'est vraiment un grand acteur, avec des larmes et tout. Vont vous dire, c'est affreux, j'ai vu de mes propres yeux les bébés décapités. Al Jazeera fait une grande enquête là-dessus, bien sûr.
Elle est très bien, et puis ça a été démenti très rapidement. Mais ces mensonges ont été, ça a été repris après repris par en tous haut les lieu médias occidentaux. Ouais. par les plus hauts dirigeants israéliens et par le président américain et le Joseph Biden et par Anthony Blinken, le secrétaire d'État, qui ont parlé pour Joseph Biden des 40 bébés décapités. Il dit qu'il les a vus de ses yeux. Et bon, lui, il est un peu sénile. Mais Anthony Blinken lui-même a dit qu'il a vu, il raconte une scène où la famille était à table et le sein de la mère a été découpé, et je sais pas quoi. Enfin, c'est un truc absolument fou, qui est faux, complètement faux. Et tout ça sert à montrer l'ennemi comme la barbarie absolue, à déshumaniser totalement l'ennemi et dire que tout est permis. C'est clairement ça. C'est montrer le visage le plus monstrueux possible de l'ennemi pour pouvoir tout détruire et que au nom de ça, en fait. Au nom on a affaire à des barbares et à des animaux humains, comme a dit Yoav Galan, déshumaniser totalement les Palestiniens dans l'objectif de tout détruire et d'infliger une punition collective à tous les Gazaouis, et comme ça, de dire oui, bah, eux aussi. Voilà, et ça, c'est pas sans rappeler ce qui s'est passé. C'est les méthodes des États-Unis, c'est les méthodes des États-Unis. Ça rappelle la première guerre du Golfe, l'histoire des couveuses du Koweït, dont vous vous souvenez sans doute, où on avait fait croire que les soldats de Saddam Hussein étaient rentrés dans un hôpital au Koweït et qu'ils avaient jeté des bébés par terre. Et c'était un mensonge total inventé de toutes pièces, quoi. Comme tous les gros mensonges qui nous ont été servis pour justifier les guerres, les invasions, les massacres. Bien sûr. Et ce qui est surprenant, c'est que, encore une fois, le massacre du 7 octobre, il y a eu un réel massacre. Je veux dire, il y a eu vraiment des scènes horribles et affligeantes, et puis ils ont kidnappé des enfants et tout. Il y avait de quoi, pourquoi faire ça? Pourquoi faire ça si ce n'est pas dans une intention de génocide. De génocide et de justifier quelque chose de bien plus grave que ça. Vous parlez aussi des viols de masse qui auraient été pratiqués le 7 octobre. Et il y a une analyse, vous reprenez notamment des médias américains qui ont enquêté sur le sujet et qui montrent qu'il y en a peut-être eu quelques-uns, oui, alors mais l'histoire des viols massifs et systématiques, pour l'instant, on n'a pas de preuve de ça, et on peut pas dire qu'il n'y a pas eu aucun viol le 7 octobre, ça c'est impossible à dire. Maintenant, pour l'instant, je sais que bien sûr, il est très difficile de prouver un viol parce que voilà, ça laisse pas de traces, mais des viols massifs et systématiques, c'est quand même de ça dont on nous a parlé durant la journée du 7 octobre. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de preuves, et il y en aurait eu. Je veux dire, la plupart des scènes de massacre ont été filmées. Il y a des caméras de surveillance en Israël, les caméras des combattants du Hamas et les caméras des civils israéliens ou des militaires israéliens qui ont filmé. Toutes ces images n'ont rien montré. Alors, Israël s'est permis de dire que ça a été effacé. Alors qu'Israël est le spécialiste de retrouver justement, ils savent très bien faire en ce qui concerne retrouver des images qui ont été effacées. Beaucoup ont été postés sur les réseaux sociaux. Tout a été posté sur les réseaux sociaux. On n'est pas dans une époque où quoi que ce soit disparaît. Et ça, il y a pas eu d'enquête indépendante. Et Israël refuse une enquête indépendante. C'est surtout ça. Pourquoi ils refusent une enquête indépendante? Puisqu'ils sont si sûrs de... Il y a beaucoup de choses que je développe dans le livre, donc c'est un sujet délicat, donc je veux pas développer ici. Tout est dans le livre. Je raconte aussi l'histoire d'une femme qui est devenue la porte-parole de la société civile en Israël sur cette affaire de viol, etc., qui est décriée maintenant même en Israël par les ministres israéliens en disant qu'elle n'est pas sérieuse, qu'elle s'est fait de l'argent sur cette affaire. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que dit le droit international et aussi pourquoi la popularité du Hamas au sein de la population palestinienne est si importante et qu'elle a augmenté depuis le 7 octobre malgré le génocide et tous les milliers de morts alors oui, alors ce que dit le droit international par rapport à quoi? Par rapport à la situation de la Palestine et à la lutte armée, etc. quoi. Le droit international, bon, moi je suis pas juriste, mais bon, il y a des choses, il y a des grandes lignes qui sont claires. C'est que dans une situation d'occupation, le droit à la résistance armée, la résistance sous toutes ses formes, y compris armée, est autorisé par le droit international.
c'est la résolution de 1982 sur le sujet, et elle est très claire. Elle est explicite sur ça et elle concerne la Palestine. La situation précise de la Palestine. C'est pas une résolution vague, c'est une résolution sur ce conflit qui accorde donc le droit à la lutte armée au peuple palestinien et à la résistance sous toutes ses formes. Quant au droit d'Israël à se défendre, comme l'a rappelé Francesca Albanese, qui est la rapporteure spéciale de l'ONU sur les territoires palestiniens, Israël ne peut pas invoquer le droit à la légitime défense au regard du droit international sur une menace émanant d'un territoire qu'Israël occupe. En fait, le droit à la légitime défense, c'est quand un État attaque un autre État, donc il a le droit de se défendre. Mais tu ne peux pas dire j'ai droit à la légitime défense quand la menace vient d'un groupe, tu l'appelles comme tu veux, terroriste, groupe armé, ce que tu veux, qui vient d'un territoire que tu occupes. Donc, voilà. Et alors, au mieux, Israël avait le droit de se défendre sur son territoire durant l'attaque du 7 octobre, mais à aucun moment Israël n'a le droit de se défendre en tuant des dizaines de milliers de civils et dont la moitié d'enfants, quoi. Presque la moitié d'enfants. Donc le droit à la légitime défense, on l'a entendu ad nauseam aussi, par nos dirigeants, par Macron. C'est un argument qui revient en permanence. Macron qui est parti le 24 octobre et qui a dit Israël a le droit de se défendre, c'est une cause juste, point final. Ben, c'était ça le blanc-seing. C'était faites ce que vous voulez. Vous avez les mains libres, on vous soutiendra. Et c'est ce qu'ils ont fait. Après, c'est devenu tellement exagéré que... Macron, quoi. Oui, il a essayé de... En même temps. Après, il nous a fait du en même temps, comme d'habitude. Mais le en même temps, c'est une carte blanche à Israël, en fait. Il faut choisir un camp. Dans une situation d'occupation, il faut choisir un camp. Et le camp n'est pas celui des Palestiniens. Donc, quelle a été la position durant cette année et le rôle, surtout le rôle joué par les médias occidentaux? Vous en avez un petit peu parlé, mais si vous pouvez... Je recommande la lecture de l'article de Sarah Grira et Alain Grèche sur Orient 21, qui s'intitule « L'escorte médiatique du génocide ». Et je recommande aussi de lire tous les articles d'Acrimed et d'Arrêt sur Image sur le sujet de Palestine, vraiment. Parce que je pourrais jamais vous dire ici mieux que le travail qu'ils ont fourni sur la critique des médias. Le rôle des médias a été de faciliter le génocide, les médias dominants. Ça a été de faciliter le génocide. C'est-à-dire sans leur contribution, ça aurait pas pu se passer comme ça. C'est pas possible. Si les médias avaient freiné des cas de fer et immédiatement s'étaient mis à critiquer cette punition collective et ce massacre de masse d'une population civile, sans mais en fait. Ce qu'ils ont exigé de nous le 7 octobre, de ne jamais justifier, de ne jamais expliquer rien du tout, ils l'ont pas exigé pour la population palestinienne, au contraire, ils ont justifié. Ils ont passé leur temps à justifier ce qui a été fait aux enfants de Palestine, à expliquer que c'était à cause du 7 octobre, que tout est de la faute du Hamas. Exactement le récit d'Israël, de la Hasbara, des États-Unis. C'est-à-dire, ah oui, c'est triste ce qui arrive aux Palestiniens, mais c'est de la faute du Hamas. Il y a une porte-parole de la Palestine à l'ONU à Genève qui a dit cette phrase que je vais essayer de vous citer de mémoire, et qui est « Israël vous dit quelque chose qui devrait vous réveiller, en fait. C'est que en Palestine, à Gaza, il y a soit des combattants du Hamas, soit des soutiens du Hamas, soit des boucliers humains utilisés par le Hamas. Donc en fait, il n'y a pas de civils, quel qu'ils soient. Donc soit c'est des combattants, bon, ils méritent de mourir, soit c'est des soutiens du Hamas, ils méritent de mourir, bon, c'est bon. Soit c'est des boucliers humains utilisés par le Hamas, c'est-à-dire des gens qui sont utilisés, les enfants, le Hamas met les enfants comme ça pour qu'on tue les enfants. Voilà, donc voilà. Et quel que soit un enfant, un vieux, un journaliste, un médecin, c'est un bouclier humain utilisé par le Hamas. Et ça, c'est répété tout le temps sur les chaînes publiques. France Info a fait un travail catastrophique sur le service public français, a été pour une grande partie, pas tout, bien sûr, il y a eu des bonnes choses aussi sur France Info, mais
J'essaie d'être nuancée, mais franchement, à chaque fois que j'ai écouté France Info, c'était vraiment Israël Info, pratiquement. C'était incroyable, le niveau de propagande sur France Info, les invités. Et ils invitaient des gens de I24 News, qui est quand même la chaîne de propagande où on a appelé à envoyer une bombe atomique sur Gaza, sans que ça suscite la moindre protestation. Et ces gens de I24 News sont chroniqueurs sur France Info. Et non, les médias ont joué un rôle catastrophique. Et encore une fois, je vous invite à vous référer aux sources que j'ai données au début de la réponse, parce que il y a beaucoup à dire, vraiment beaucoup à dire. Vous parliez justement du deux poids deux mesures énorme entre le traitement d'Israël et le traitement de la Palestine. Et ce deux poids deux mesures, il est très frappant aussi quand on voit la différence de traitement entre Israël et la Russie sur du coup les deux conflits. Qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce que ça dit de la fracture entre justement le camp atlantiste et le sud global, enfin la fracture de plus en plus importante entre le camp atlantiste et le sud global? Je pense que la devise de la France, des États-Unis, etc., enfin en tout cas de la France, ne devrait pas être liberté, égalité, fraternité, mais deux poids, deux mesures. Ça devrait être écrit sur les frontons des mairies, parce que c'est vraiment ce qui régit nos vies en ce moment. C'est-à-dire c'est selon à la gueule du client. Si c'est la Russie, bah c'est méchant. Voilà. Si c'est Israël, c'est bien. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de réel intérêt pour les peuples et la souffrance des peuples. Le peuple ukrainien, franchement, il a été sacrifié aux intérêts bellicistes des Européens, des Américains surtout. C'était une guerre par procuration. Alors bien sûr, moi j'étais contre cette guerre de la Russie en Ukraine et cette invasion, et c'était complètement en incohérence avec ce que prônait la Russie avant, en termes de non-ingérence, etc. Donc j'étais absolument contre, et pour le coup, il y avait des points sur lesquels que je partageais avec nos gouvernants sur la guerre en Ukraine, pas tous, parce que elle a été provoquée, cette guerre, elle a été provoquée depuis 2014, donc voilà, après moi c'est un peu moins mon sujet que la Palestine, mais j'ai suivi quand même. Et puis oui, bien sûr qu'il fallait condamner cette guerre. Il faut toujours pouvoir éviter les guerres, parce que ce sont les peuples qui souffrent. Et l'occupation donc de l'Ukraine par la Russie a été critiquée, mais l'occupation de la Palestine par Israël... Voilà, ça a été relevé d'ailleurs tout de suite par le président colombien dès le premier jour, qui est Gustavo Petro, qui a relevé ça en dénonçant ce deux poids deux mesures. Voilà. Ça oui, vous l'évoquez à plusieurs endroits dans le livre, un peu les réactions des pays du Sud, donc il y a la Colombie, il y a le Brésil. Ce qui est assez symbolique aussi à cet égard, c'est donc la plainte de l'Afrique du Sud auprès de la CIJ. Qui est quand même un symbole très fort quand on sait que c'était un pays d'apartheid il y a encore quelques dizaines d'années. Vous parlez aussi de l'Algérie, évidemment. Enfin, on voit vraiment que tous ces anciens peuples colonisés se lèvent et commencent à s'opposer. Qui est un pays occidental, mais dont la population a été à l'avant-garde de la protestation et qui a poussé les dirigeants à prendre des positions fortes, à tel point qu'Israël a fermé son ambassade récemment. Sentant l'hostilité, quoi. On parlait aussi un peu du rôle de la Chine dans le conflit, qui a appelé la Chine résolution du conflit. La Chine essaye de jouer son rôle. Après, c'est pas assez, que ce soit la Chine, la Russie, enfin, les grandes puissances dites du Sud global, qu'est-ce qu'ils font finalement pour la Palestine? Il se passe pas grand-chose. Aujourd'hui, malheureusement, heureusement qu'il y a eu ces déclarations, par exemple de celle de Petro, de Lula, un peu tardif, mais c'est arrivé, de pays, oui, bien sûr, comme l'Irlande, les dirigeants espagnols aussi, se sont bien mouillés. Il y a eu des choses, voilà. Et puis ceux qui sont attendus, comme l'Algérie, évidemment, voilà. Mais aujourd'hui, c'est plus l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis qui collaborent ouvertement avec Israël, qui sont aux manettes pour négocier avec les Américains sur le sort des Palestiniens, quoi. Donc le tableau est plutôt sombre. Et moi, je pense que c'est la pression des peuples, la mobilisation, comme celle des étudiants de Columbia, de Sciences Po, etc., qui va peser pour l'avenir de la Palestine, parce que on ne va pas pouvoir compter sur l'Arabie Saoudite. Clairement pas, qui est un État dirigé par
bon, enfin, des criminels, ils ont découpé un journaliste en morceaux, on ne va pas quand même l'oublier, Jamal Khashoggi, ils ont massacré le Yémen, plusieurs centaines de milliers de morts. Donc c'est pas eux qui vont obtenir la justice pour les Palestiniens, je pense pas, non. Et sur l'avenir, justement, pour terminer, vous analysez dans votre livre un petit peu la société israélienne. Vous évoquez notamment plusieurs sondages sur le soutien énorme de la population, enfin massif au génocide, un racisme très important, etc. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce... Vous parlez de société victime de son suprémacisme, notamment. Malade de son suprémacisme, je dirais. Malade de son suprémacisme. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire et comment vous voyez l'avenir, quelles solutions pourraient être trouvées à long terme, évidemment? La société israélienne, comme toutes les sociétés coloniales, elle se croit, elle a intégré qu'elle était supérieure à un autre peuple et que ce peuple méritait, c'est normal que ce peuple n'ait pas les mêmes droits qu'elle. Donc, comme toutes les sociétés coloniales, ça a toujours été le cas. Moi, ça fait longtemps que je suis ce qui se passe en Palestine, donc j'en ai entendu des histoires sur l'attitude des colons, l'attitude, les lois ségrégationnistes, l'apartheid, etc. Je connais tout ça, mais là, le niveau je peux dire, d'ensauvagement de la société israélienne a atteint des sommets depuis le 7 octobre 2023. On a vu des choses d'une indignité folle. Et puis ça ne concerne pas une minorité. C'est la majorité de la société israélienne. Il y a une minorité anticolonialiste, antisioniste. Une infime minorité, je leur rends un grand hommage parce que c'est des gens qui ont un énorme courage, parce qu'ils doivent faire face non seulement à une pression politique, mais familiale, sociale, etc. Donc c'est des gens remarquables. Mais la majorité de la société, on a vu des choses quand même terribles. C'est par exemple des dizaines de médecins israéliens qui signent une pétition pour appeler l'armée israélienne à bombarder les hôpitaux de Gaza. Le jour où j'ai lu cette information, j'ai pas voulu y croire. Pendant 3 jours, je me suis dit non. Il y avait des pédiatres, des gynécologues, etc. qui ont signé cette pétition. Ça a été dur à encaisser ça. C'est vraiment. Pourtant, je suis l'affaire depuis longtemps, mais ça a été particulièrement choquant pour moi. J'ai lu l'information en arabe et puis la capture d'écran de la lettre en hébreu. Moi, je lis pas l'hébreu. Donc j'ai mis 3 jours à vérifier l'information. Et le jour où j'ai confirmé que ça c'était vrai, je savais qu'on pouvait s'attendre à tout. Mais c'est difficile de s'attendre à tout. Vraiment, chaque jour, par exemple, il y a un soldat israélien qui a participé à un viol collectif d'un détenu palestinien. Eh bien, ce soldat israélien est une star en Israël. Il est invité dans des talk-shows, il est adulé. Voilà. Donc je pense que la société israélienne est malade de son colonialisme et de son suprémacisme et en fait, la société israélienne a autant besoin de justice que la société palestinienne, pas du même point de vue, vous voyez, mais la société palestinienne a besoin de justice pour retrouver une dignité, une vie normale, mais la société israélienne a besoin de justice, de la vraie justice, c'est-à-dire de l'égalité avec les Palestiniens pour retrouver l'humanité, parce que là, ils sont en train de sortir du bon sens commun, du sens commun. C'est grave d'en arriver là. Et puis on a vu juste le dernier exemple aussi d'actes vraiment indignes, c'est d'aller par centaines bloquer les accès de Gaza et empêcher l'aide humanitaire de rentrer, empêcher la nourriture de rentrer. C'était des civils. Donc oui, il y a un vrai problème en Israël, je pense, par rapport à ça. Et encore une fois, chapeau à ceux qui résistent à ça parmi les Israéliens, parce que c'est pas facile. Si j'eus l'humanité, c'est un appel de votre livre justement à ce qu'on retrouve cette humanité pour arrêter ces massacres et cette situation le plus rapidement possible. Et comme vous l'avez dit, c'est au peuple de jouer ce rôle-là, sinon personne ne le fera. Ouais. Donc merci beaucoup Maryam. Merci à vous. On conseille à tout le monde donc, cet ouvrage, Si j'ai l'humanité, Gaza, le génocide et les médias. Donc même si on connaissait un petit peu la situation... Et pour ceux qui ont suivi, moi de mon côté j'avais un peu suivi, mais
On oublie. On revient vraiment sur les 1 an et tout ce qui s'est passé. Et on est vraiment. On oublie parce que chaque massacre faisait oublier l'autre et c'était tous les jours, plusieurs fois par jour parfois. Et même moi, quand je relis le livre que j'ai écrit, je me remémore parce qu'on peut pas. C'est trop choquant et c'est trop d'informations. Donc voilà. Vous revenez de tous ces faits. Donc, je reviens, oui, voilà, c'est pas en détail sur tous les faits, mais j'essaie de rappeler chacun des grands événements. Voilà. Oui, il y a beaucoup de chiffres, mais j'essaie aussi de raconter une histoire globale, que ce soit un récit lisible, parce qu'encore une fois, c'est pas une succession d'horreurs. Avec tout ce que vous avez ressenti à chaque fois, toutes les émotions, donc ça oui, voilà, j'accompagne un peu de mon point de vue subjectif, je l'assume totalement. Et je pense qu'il mérite d'être entendu parce qu'on n'a pas entendu notre point de vue dans les médias. On n'a pas été assez représentants. Oui, il y a eu heureusement parfois, rarement, des gens comme Ronnie Broman invités dans les médias, mais c'est tellement rare qu'on entende nos voix et nos voix comptent et nous sommes des millions. Et non seulement les gens issus de l'immigration coloniale, mais même des Français qui sont indignés, des Français d'origine non coloniale. Et je pense qu'ils sont très nombreux aussi à avoir été sidérés par les images des Gazaouis. En fait, je pense qu'aujourd'hui, quand on entend Israël-Palestine, ce qui vient à l'idée, c'est pas les plages de Tel Aviv, c'est plutôt les images des souffrances des enfants palestiniens et les images des soldats israéliens en train de s'en moquer. Voilà. C'est une image très marquante, je pense, pour beaucoup de monde. Merci beaucoup encore une fois. Merci à vous. À bientôt. Merci, à bientôt.